et la France qui appellent à reprendre un dialogue politique entre les opposants et puis le pouvoir en place plutôt à Abidjan. David, selon vous, est-ce que ce dialogue peut réussir? L'opposition aujourd'hui a-t-elle le choix? Est-ce que l'opposition ivoirienne a le choix? Je crois que elle compte sur elle-même et sur ses forces et les moyens dont elle dispose pour faire comprendre son désaccord avec ce qui s'est passé à la suite des élections du 31 octobre dernier. Et donc aujourd'hui, l'opposition composant une force politique en Côte d'Ivoire est sûre que aucun dialogue ne peut réussir sans sa participation. Forcément, maintenant, il faut voir le contenu de l'ordre du jour qui va composer ce dialogue. Et s'il y a déjà une volonté de la part des protagonistes d'aller à un dialogue, puisque on se rappelle qu'avant les élections, les acteurs politiques ont appelé à un dialogue national, mais le gouvernement ivoirien avait refusé cet appel-là de la part de l'opposition. Est-ce qu'il a refusé? Parce que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a convoqué aussi les opposants. Le gouvernement avait avancé des arguments selon lui qui sont importants et qui ne pourraient pas permettre un dialogue, puisqu'il parlait de temps, il parlait de processus électoral, il parlait de priorités, etc. Et donc le gouvernement n'avait pas accepté ce dialogue-là, promettant un dialogue après les élections. Donc c'est ce qui va se passer. Et la France joue son rôle de sapeur-pompier dans ses anciens partenaires politiques qui sont en Afrique. Et cela se retrouve aussi dans la volonté de la France de participer de quelque manière à apaiser la situation en Côte d'Ivoire. Mais la question qu'on se pose est de savoir si ce dialogue va pouvoir se tenir lorsqu'on connaît la position de l'opposition ivoirienne face à la réélection de Ouattara, lorsqu'on connaît aussi la grosse divergence qui existe, le grand fossé qui existe aujourd'hui entre l'opposition et le gouvernement, le manque de confiance, l'exil de certains grands tenants de l'opposition ivoirienne, est-ce que tout ça peut participer véritablement à apaiser la situation pour appeler ces acteurs à s'asseoir à une table pour discuter? Et discuter de quoi véritablement? Quand l'opposition ne reconnaît pas la réélection de Ouattara, et quand Ouattara se base sur ces élections pour dire qu'il est encore président de la République réélu, et donc vous voyez un peu que ce dialogue risquerait de les opposer plus si chacune des deux parties ne fait preuve de réelle volonté d'aller à ce dialogue-là. Il faudrait comprendre aussi que par ce dialogue, si l'opposition ivoirienne accepte d'aller à ce dialogue, c'est reconnaître le pouvoir de Ouattara, ce que cette opposition ne veut pas depuis très longtemps. C'est aussi donner une sorte de légitimité à ce pouvoir de Ouattara. Et donc aujourd'hui, la France étant la partenaire idéale de la Côte d'Ivoire, s'invite dans le débat pour justement appeler ces protagonistes à un dialogue. La question, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de savoir si ce dialogue va pouvoir se tenir, si oui, dans quelles conditions et avec quels participants ce dialogue politique pourra avoir lieu en Côte d'Ivoire. Affirmer les communautés s'affrontent entre elles. Il y a toujours des sorties, des manifestations et autres dans les contrées les plus reculées de la Côte d'Ivoire. La France a appelé à un dialogue. Selon vous, quels seront les contours de ce dialogue? Moi, je dis qu'il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter demander aux gens de rester chez eux parce que ça ne va rien donner. Vous savez, je me rends compte qu'un des problèmes que l'opposition rencontre aujourd'hui, c'est que l'opposition ne s'est pas construite ces 10 dernières années. Ouais. Mais c'est pas construit parce que quand vous voyez Gbagbo qui a été arrivé au pouvoir, pendant 10 ans, il a fait face à une opposition. Et cette opposition, c'était les rebelles et Ouattara. Le RDR et les rebelles. Donc, il a été contraint à un moment donné de nommer Guillaume Soro comme son Premier ministre. Et donc, vous allez voir que c'était à l'époque une opposition tellement solide. Et juste
au lendemain de l'élection, cette opposition-là, avec l'appui de la communauté internationale, a pris le pouvoir et Guillaume Soro, bien sûr opposant, s'est désolidarisé de Gbagbo et a rallié le camp Ouattara. Avec l'appui de la communauté internationale. Donc Ouattara, pendant longtemps, a construit son opposition et a réussi à avoir un appui international. C'est pour cela qu'il a pu déloger Gbagbo. Maintenant, regardez, 2010-2011, Gbagbo a été contraint de quitter le pouvoir en 2011. En avril, 11 avril 2011. Et maintenant, pendant tout ce temps-là, l'opposition a pu faire quoi? L'opposition n'a pas pensé à se construire, à avoir une voix commune et à chercher à avoir un appui international. Guillaume Soro, qui est sorti de la Côte d'Ivoire, que c'était à peine quelques mois. Ouais. Donc c'est à l'approche de 2010, de 2020 qu'il a commencé par avoir... Le PDCI a dirigé avec le RDR. Oui, le PDCI a dirigé avec le RDR. C'est-à-dire, ils n'ont pas réfléchi à construire, ils n'ont pas pensé à construire une véritable opposition forte et à chercher à avoir un appui international. Ils sont restés là et ils se sont amusés pendant ces 10 années et aujourd'hui, ils subissent Alassane Dramane Ouattara. Donc, ils ne constituent pas une force, ils sont une force politique. Bon, papier, bien sûr, mais ils ne sont pas une force véritablement politique. Ils ne font pas peur à Ouattara parce que tout d'abord, Ouattara en 2010, 2011, c'était la France qui le soutenait. Eux, aujourd'hui, qui les soutiennent? Personne ne les soutient. Aucune communauté internationale, si cela peut hésiter. Pas du tout. La CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, personne ne les soutient. Donc la France, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies soutiennent Alassane Ouattara. Donc personne ne les soutient. Ils sont seuls, ils sont isolés dans ce débat. Donc ils n'hésitent même pas sur le plan international. Donc ils n'ont rien à faire. Donc ce qu'il faut aujourd'hui... Et si le peuple se trouve du côté de l'opposition firme? Vous savez... D'aucuns vous diront que le peuple se trouve du côté du RHDP aussi. Du côté du RHDP aussi. Hein. Donc, Ouattara dira qu'il a son peuple aussi. Selon Daniel Diallo dira aussi qu'il a son peuple. Ça, c'est en Guinée. Ça, c'est en Guinée. Alpha Condé aussi dira qu'il a son peuple. Donc, cette histoire de peuple, ça devient un peu abstrait. Le peuple, ça devient histoire, ça devient un alibi virtuel. Ce que moi, je demanderais aujourd'hui, que l'opposition évite de tenir... Tête à Ouattara. Non, ce n'est pas ça. C'est de tenir un langage génocidaire. Ouais. On a l'impression que l'opposition veut gagner en embrasant le pays, veut gagner quand les gens mourront assez. En tenant des discours tribalistes. En tenant des discours tribalistes, des discours relatifs à l'ivoirité. Que l'opposition apaise le peuple ivoirien d'abord. Que l'opposition va dire, Guillaume Soro, lui, va dire peut-être qu'il a des frères dans l'armée, qu'il a des soutiens au nord sur le plan populaire. Bien sûr, ils ont des soutiens, bien sûr, ils ont des soutiens, ils ont des gens qui les soutiennent. Maintenant, qu'ils arrivent à apaiser ceux-là d'abord, qu'ils qu'ils contraignent, bien sûr, s'ils peuvent les contraindre, ceux-là à rester chez eux. Et après ça, on pourrait parler de dialogue. Si les gens s'agitent, on va faire dialogue. Les gens après vont constituer, ne vont pas se comprendre. Ce qu'il faut, première chose, qu'ils apaisent le peuple d'abord et après qu'on aille à une table de discussion, peut-être avec la bénédiction de la communauté internationale, peut-être on parlera encore d'une nouvelle réconciliation, d'une réconciliation bis qu'avait dirigé à l'époque, c'était Charles Konrad-Banny, aussi je me trompe. Charles Konrad-Banny. David Firmin n'a-t-il pas raison sur quelques points? Deux essentiellement. L'opposition visiblement tient des discours tribalistes. On a vu avec l'ivoirité déjà inventée par le président Henri Konan Bédié et ça refait surface. Et surtout, Alassane Ouattara n'a-t-il pas pris le temps de décapiter l'opposition? Le PDCI a dirigé avec Ouattara, le FPI aussi divisé en trois parties, FPI Concorde, FPI Afin-Guessan et surtout les Gors. Donc Ouattara n'a pas été plus intelligent que ses opposants? C'était l'erreur que l'opposition ivoirienne avait commise très tôt, dès les premières années de prise de pouvoir de Ouattara, en s'associant au gouvernement, au pouvoir dans le temps c'était le RDR de Ouattara, et avec des promesses fallacieuses qui leur avaient été faites par Ouattara de passer le pouvoir à l'autre camp dès qu'il aurait fini ces 10 années. Mais très vite, les gens de RHDP avaient compris, les gens du PDCI, avaient compris le jeu de Ouattara.
surtout après la victoire à son deuxième mandat. Et ils ont très tôt compris le jeu que jouait Ouattara et ils se sont désolidarisés de cette union-là. Ils se sont retirés de cette alliance. Et c'est ce qui avait amené ces crises-là qu'on avait connues sur le plan politique en Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne avait mal fait d'avoir fait confiance à Ouattara, mais nous sommes sur un champ politique et donc les alliances ne sont pas des engagements ou des gages de confiance que ces acteurs politiques devraient avoir entre eux. Et donc, Ouattara a très tôt compris qu'en associant ces formations politiques de l'opposition, il aura la tête tranquille pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il avait fait lors de ces différents mandats-là. Mais l'appétit du pouvoir ayant pris le dessus, il n'a pas voulu, après, concrétiser cet engagement, cette promesse qu'il avait faite, surtout au PDCI, de lui retourner l'ascenseur à la suite de ces deux mandats. Donc ça fait que l'opposition ivoirienne s'est retrouvée esselée dans son coin et s'est mise à repenser à comment remettre la lutte en marche pour justement récupérer le pouvoir à la suite des élections. C'est ce qui a déterminé le choix de l'opposition d'aller à ces élections. Mais le couac était qu'il y avait une opposition plurielle qui s'est présentée contre Ouattara. Et en se présentant avec autant de voix dans l'opposition, attendez-vous à ne pas avoir... attendez-vous à vous retrouver en face de cette situation-là qui consiste à émietter les voix qui devaient revenir à l'opposition après une élection. C'est ce qui s'est passé malheureusement pour cette opposition-là. Et donc Ouattara, n'ayant plus confiance en ses anciens partenaires, a commencé par ressortir des dossiers judiciaires. On a vu ce qui s'est passé avec Soro, ancien ministre, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien allié politique de Ouattara. Mais aujourd'hui, Soro ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire parce que Ouattara ne veut pas de lui. On a vu le sort qui a été réservé à Gbagbo quand la CPI l'a blanchi ou alors on peut libérer de ces charges-là qu'il avait amené à séjourner dans cette prison pendant près de 8 ans, 9 ans. On a vu le sort que Ouattara a réservé à Gbagbo. Gbagbo devrait véritablement ou normalement rentrer en Côte d'Ivoire, mais Ouattara a dit non, si tu rentres en Côte d'Ivoire, tu vas répondre dossier qui t'attend. Voilà. Et donc, pour justifier cette position, on refuse de lui sortir son passeport pour qu'il puisse voyager, etc. C'est des raisons qui sont assez fondamentales, qui déterminent aussi le refus de Ouattara d'aller à une alternance. Et s'il doit avoir une alternance, cette alternance doit venir de son propre camp. Et très tôt, il a voulu jouer le jeu et ses autres anciens alliés partenaires ou ses autres anciens partenaires politiques ont compris son jeu, mais malheureusement, il était trop tard. Tout ça s'est concrétisé un peu comme Fimel le disait. À quelques mois, on a vu comment Soro était parti précipitamment de la Côte d'Ivoire. On a vu comment il avait choisi de revenir au pays, mais il a été interdit d'atterrir. Etc. On a vu les dossiers judiciaires qui ont été sortis contre lui. Tout ça parce que Ouattara ne veut plus de ses adversaires, de ses anciens partenaires qui sont devenus subitement des adversaires politiques. Et cela devait éveiller aussi la conscience de ses opposants. Vous ne pouvez pas être opposant. Et tout de suite, on vous propose un accord de gestion ou de gouvernement et que vous acceptez de vous retrouver dans cet accord pieds et mains liés. Du jour au lendemain, attendez-vous à être rejeté par celui qui gère les affaires de l'État. Et c'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui a fait que Gbagbo s'est retrouvé d'un camp, Bédié voilà. Ouattara, après, il a divorcé de Ouattara, il est devenu son opposant, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, Ouattara a réussi quand même à élaguer tous ses opposants pour se retrouver seul en face de ses adversaires le 31 octobre dernier. Il a fait ce qu'il devrait faire, il a été réélu. Maintenant, le problème est toujours le même. C'est la même crise, c'est le même problème, c'est la même tension. Le dialogue politique ivoirien pourra apporter une solution à cette crise-là. Il y en a tellement eu qu'aujourd'hui, personne n'y croit. Et la Côte d'Ivoire étant un pays très sensible, il faut faire attention. Du jour au lendemain, les armes peuvent ressortir et se mettre à crépiter encore. Firmin, vous l'avez dit, les armes peuvent ressortir, comme David également l'a dit. Le RHDP du président Alassane Dramane Ouattara
dit qu'il a le soutien du peuple. Voilà un dessin que je vous propose. L'UDPCI de Mabry Touakeuse, oui, c'est vrai que Mabry Touakeuse est parti, mais son vice-président et plusieurs cadres de ce parti sont au RHDP. Il y a une partie de leaders, le parti de Mamadou Koulibaly, qui est dans le RHDP. Il y a le PDCI. Quand vous prenez le ministre de l'Agriculture, Kobena Djoumani, quand vous prenez Achille Patrick, quand vous prenez également le président du Sénat, ce parti, on peut dire, cette partie de ce parti est dans le RHDP. Vous prenez le FPI de Concorde, avec Alcis Didier et Alou Eugène, sont également dans le RHDP. Et puis une partie des rebelles est aussi dans le RHDP avec Sidiki Konaté et autres Soro Kanissi qui vient de quitter la prison et qui a regagné le RHDP. Finalement, le président Alassane Ouattara surfe sur cela pour narguer les opposants. Bien évidemment, quand les gens vont dire que Ouattara est seul, Ouattara n'est pas seul. C'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, c'est une manière pour lui. Non, je pense qu'il a appris la leçon là quelque part. Hein. Il a réussi à fragiliser son opposition, quoi. C'est-à-dire là, il a détruit tous les partis, l'un après l'autre, le PDCI, le FPI, l'UDPCI. Donc, il a dépiécé tous ces partis-là. Donc, les cadres, ceux-là qui faisaient le grand boulot dans ces partis-là, ont quitté ces partis, ont déserté ces partis pour se ranger du côté de Ouattara. Et donc, ils se disent, ils sont là, mais ces opposants sont là, mais ils ne représentent pratiquement rien parce que, de plus, du moment où ceux-là qui ont eu à travailler avec eux sont avec Ouattara, maintenant ils vont filer des petits secrets, des informations à Ouattara. C'est ce qui conforte même Ouattara dans sa posture et dans sa position. Je pense que Ouattara, lui, il sait là où il est en train d'aller. Quand David a dit, ou peut-être, on qualifie Ouattara de versatile, bien sûr, mais je pense que Ouattara, c'est un téméraire. C'est un téméraire. Il sait ce qu'il fait, c'est-à-dire ce sont les gens qui, j'ai l'impression que les gens le connaissent pas. C'est un téméraire, c'est le monsieur austérité, c'est-à-dire il sait que au fond, les Ivoiriens ne l'ont jamais fondamentalement porté dans leur cœur. Parce que quand il était Premier ministre, c'est lui qui a redressé la Côte d'Ivoire sur le plan économique, mais avec des mesures austères, des mesures que les Ivoiriens n'ont pas pu supporter. Donc, ils n'ont pas pu bien apprécier. Donc, aujourd'hui, il sait tout ça. Et donc, c'est quelqu'un qui est très dur, mais il ne fait pas savoir. C'est un fait politicien. Avant que tu ne t'aperçoives qu'il est en train de te détruire, le temps est déjà passé. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il a réussi à faire à ses opposants. Les opposants croyaient en la bonne foi de Ouattara. Ils croyaient que Ouattara allait quitter le pouvoir. Alors que l'homme savait, bien sûr, qu'il n'allait pas quitter le pouvoir. Donc, il est là. Il va faire. Je l'ai écouté tout dernièrement. Il a dit en 2025, il ne fait pas partir. En 2025, il aura 83 ans. 83 ans. Je doute qu'il parte. C'est possible qu'il parte. Mais puis, s'il va au nôtre de la nouvelle constitution lui permet encore de faire un autre mandat. Donc, je doute qu'il parte, à moins qu'il soit tellement fatigué ou à moins qu'il soit qu'il perde tous ses membres, qui deviennent qui se retrouvent dans une certaine incapacité physique ou incapacité spirituelle, mentale, psychologique, et peut-être là, il quittera. Mais Ouattara, en bonne santé, je doute qu'il quitte le pouvoir. Ou soit, il mourra au pouvoir, il n'y aura rien à faire. Il y a l'autre chose, je l'ai toujours dit, le problème c'est quoi? Il faut arriver à rassurer Ouattara. Si vous ne rassurez pas Ouattara ne quitte pas le pouvoir. Il se retrouve seul, c'est comme seul face aux Ivoiriens. Parce qu'on a dit, il y a des gens qui disent, non, c'est lui, c'est un Burkinabé, il est devenu Premier ministre dans notre pays, on ne peut plus le laisser encore prendre la présidence. Et il l'a pris, donc c'est une manière de leur dire, je vous ai vaincu, quoi que vous puissiez faire, quoi que vous ayez pu faire, moi j'ai réussi à devenir. J'ai régné pendant plus de 10 ans. Vous êtes là, mais vous n'avez plus rien fait. Afin-Guessin est là, mais il n'a plus rien fait. Guillaume Soro est là, il se dit, mais il n'a plus rien fait. Il n'a pas pu empêcher Ouattara. Ouattara a fait 10 ans au pouvoir et il continue. Donc, il nague les gens. Il se dit, je suis là. Si ses opposants n'arrivent pas à rassurer Ouattara ne quittera pas. Parce qu'il y a quelque chose. Pour les régimes qui sont très forts, Ouattara a réussi quelque chose, c'est que Ouattara, il a réussi à construire un système en Côte d'Ivoire. Il a maintenant tout le système ivoirien dans ses mains. Ce que, par exemple, le Ghanéen n'a pas, ce que, par exemple, le Burkinabé n'a pas, mais Ouattara, lui, il a le système ivoirien dans ses mains. Donc,
il va être difficile qu'on le lui retire qu'on le retire de sa main. Donc, Ouattara, il est là, on le rassure et il n'y a pas de problème. Donc, du moment où il a construit un système, c'est quelqu'un qui a peur maintenant. Donc, avant de le forcer à quitter le pouvoir, il faut arriver à faire disparaître la peur. Vous ne faites pas disparaître la peur, vous ne le rassurez pas, il demeure président ivoirien. David, un autre aspect qui doit pousser l'opposition et le parti au pouvoir à pouvoir s'asseoir sur la table de négociation, c'est également les replis identitaires, les affrontements entre les communautés, les Baoulés, les Dioula et autres, ces communautés qui représentent les leaders d'opposition, Ouattara, Bédié, Gbagbo et autres. Oui, la question de l'ivoirité en Côte d'Ivoire, elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ouattara même a été victime de ça plusieurs fois. Il a fallu de bonne volonté pour remettre les choses en place. L'accord de Pretoria, peut-être. Lui permettre de se présenter aux élections. Et aujourd'hui, la question refait encore surface avec les jeunes. Quand vous écoutez ces jeunes Ivoiriens sur les réseaux sociaux, vous vous demandez ce qu'ils veulent vraiment pour ce pays. Voilà. Moi, j'ai pris le temps de suivre certaines de leurs sorties dans ce qu'ils appellent eux-mêmes des Facebook Live. Mais c'est des appels à des génocides, c'est des appels à des massacres. Et souvent, ce sont des gens qui ne sont pas au pays. Oui, et c'est terrible quand vous écoutez les discours que ces jeunes tiennent. Vous vous demandez si c'est des Ivoiriens d'un même pays qui se retrouvent sur un territoire ivoirien. C'est terrible qu'on monte des ethnies, qu'on monte des clans, qu'on monte des régions contre d'autres régions, contre d'autres ethnies, parce que tel leader serait originaire de telle région de la Côte d'Ivoire. Et ça fait peur. Et ça a commencé. Ça a commencé dernièrement. Avant les élections, il y a eu des massacres, il y a eu des blessés, des exilés. Bon, après les élections, ça continue toujours, même pendant les élections. Et David, excuse-moi, ça, on le sent plus du côté de l'opposition. Est-ce qu'elle n'a plus de plan? C'est pourquoi elle utilise justement ces communautés. Est-ce qu'il y a un leader de l'opposition qui a appelé des Ivoiriens à tuer les autres Ivoiriens? Il n'y en a pas. Pas tuer, mais les discours... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut responsabiliser un leader politique? Non. La violence émane du refus des Ivoiriens d'accepter ce qu'on veut leur imposer. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement. Avant les élections, des jeunes ont pris les armes blanches pour se battre. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Et donc cette violence, elle émane du refus de l'autorité d'écouter les Ivoiriens, d'écouter la population ivoirienne. Et quand vous refusez d'écouter, ça donne ces conséquences-là. On a vu ce qui s'est passé en 2010 quand Ouattara devait arriver au pouvoir. Lorsque Gbagbo a été arrêté dans son palais, les violences qui ont suivi après, on a parlé de 3000 morts, on a parlé des exilés, etc. C'est la même chose. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est assise sur une braise. Et si on ne fait pas attention, cette braise risquerait d'exploser, pourrait emporter tout le monde. Ça s'est passé dernièrement. Les séquelles sont encore là, les blessures sont encore vivaces dans le cœur et dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens. Mais aujourd'hui, à cause de la politique, des Ivoiriens prennent les armes contre leurs propres frères. Et donc ce discours n'est pas servi ni par l'opposition, ni par le gouvernement, mais ces jeunes ont été tellement traumatisés, ils ont été tellement formatés par ce qui s'est passé que pour un oui ou pour un non, ils sont capables de sortir les armes pour se tirer dessus. Et ça risque d'amener la Côte d'Ivoire dans une situation beaucoup plus difficile, beaucoup plus grave que celle dans laquelle elle vient de sortir il y a cela une dizaine d'années. Firmin, on a vu des choses incroyables à Daoukro, le fief du président Bédié, à Bouna, le fief de Madame Gbagbo, à Bengourou, fief de Afinguessan. Et en face, l'opposition accuse aussi le parti au pouvoir d'armer les jeunes appelés microbes. Oui, tout ça là, on doit mettre fin à ça, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du parti au pouvoir, parce que les deux partis vont toujours se lancer des balles, vont se lancer... ce sera du ping-pong en quelque sorte. On se rappelle qu'avant l'arrestation de Gbagbo en 2011, un samedi, on avait appris que le camp Gbagbo avait attaqué l'hôtel du Golfe où résidaient Ouattara et Guillaume Soro. Mais après, le camp Gbagbo a demandé non, qui n'ont jamais attaqué
le camp Ouattara, le tête du Golfe à l'époque. Bien sûr, aujourd'hui, les Ouattara vont dire non, peut-être on en est pour rien, peut-être sont des jeunes qui veulent se défendre, qui veulent défendre la République et tout ça. Mais tout ça, là, ça profite à qui? Ça ne profite à personne, ce sont les Ivoiriens qui meurent. Donc aujourd'hui, il revient à ces deux forces politiques, c'est-à-dire le parti au pouvoir et l'opposition, de calmer les ardeurs, de calmer les jeunes. Parce que j'ai l'impression que les opposants, bon, c'est la politique, hein, c'est pour la politique, bien sûr, la politique c'est le sang, la politique c'est l'argent, mais les opposants, ils sortent sur le bilan macabre, le bilan dangereux, ils surfent sur des morts, ils veulent marcher sur des morts, ils veulent dire Ouattara est en train de tuer des gens pour démontrer que le peuple n'aime pas peut-être le président Ouattara. Le président Ouattara pour heurter les sensibilités, pour choquer, tout ça. Et puis vous choquez, vous heurtez. Et puis il y a quoi? Il y a 3000 personnes, plus de 3000 personnes qui ont été tuées en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Ça a changé quoi en Côte d'Ivoire? Si ceux-là peut-être étaient restés vivants, peut-être ils allaient aussi apporter leur contribution à l'évolution du pays. Mais non, c'est-à-dire, j'ai l'impression que ces opposants, ce sont eux qui veulent plus de guerre que Ouattara même. Ils ne veulent pas de paix pour la Côte d'Ivoire. En réalité, Firmin, la stratégie, c'est si on a plus de morts, cela va prouver à suffisance que les Ivoiriens n'aiment pas Ouattara. Oui, cela va prouver à suffisance que les Ivoiriens n'aiment pas Ouattara. Mais oui, cela va prouver à suffisance aux yeux de la communauté nationale que Ouattara est en train de tirer sur son peuple. C'est ce que les opposants veulent démontrer. C'est ce qu'ils veulent afficher aux yeux du monde. Mais il faut qu'on dépasse ça, quoi, parce que nous ne sommes plus dans les années 70 ou 80. Le monde est en train d'évoluer. Il faut aller vers une politique beaucoup plus fine. Ouattara, je le dis, ça fait la troisième fois que je dis la même chose. Ouattara, il a la force légitime publique. Donc, il va toujours vouloir défendre, il va toujours vouloir protéger les institutions de la République, il va toujours vouloir se dire, je protège les Ivoiriens, les leaders de l'opposition. Donc, il faut mettre fin à ça. On souhaite plus de calme, plus d'intelligence, plus de sagesse pour les opposants ivoiriens et plus de sagesse pour le président Ouattara, pour qu'il y ait plus de calme dans le pays et tout le monde est tranquille, quoi. Ça nous a fait plaisir d'avoir des débats aux antipodes. Firmin Teko Agbo, journaliste chroniqueur politique, merci beaucoup. Merci également Michel. À David Diagbavi de Togo Sites. Ça a été un plaisir de pouvoir partager ce mai avec vous. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.